démocratie, la prospérité et la souveraineté. Alors, Dieu dans sa bonté nous a rassemblés ici ce matin. Ce n'est pas en vain. C'est une autre manière à nous de contribuer au bien-être de la Côte d'Ivoire. Cependant, l'objectif majeur de notre présence, c'est de partager avec vous le bilan de la première étape, l'activité que nous avons entamée au plan national. Je crois qu'en plusieurs mois, nous avons réussi à faire le tour de la Côte d'Ivoire en phase de 18 régions que nous avons parcouru. Ces 18 régions, on peut dire donc 1000 districts. Nous avons parcouru ça pour non seulement nous présenter aux populations, aux communautés, mais surtout leur vie, notre motivation. Pourquoi est-ce que nous sommes engagés en politique? Qu'est-ce que nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire? Et qu'est-ce que nous voulons surtout faire au plan commun en termes populaires, de parler de la population, qu'est-ce que nous voulons faire concrètement pour ces populations-là? Donc voilà un peu notre motivation et ça nous va mener à faire cette réunion. Donc je voudrais déjà dire merci aux uns aux autres, à toute la délégation qui m'a accompagné dans cette réunion. Et nous sommes même pressés de découvrir encore un pays plus fort pour terminer, pour visiter le reste des régions de la Côte d'Ivoire. On va attendre que le verre installe bien son produit. Voilà. Alors, comme je le disais, nous sommes à la rencontre des populations parce que la politique dans laquelle nous sommes engagés là, c'est bien pour les populations. Abidjan de Baba, la Côte d'Ivoire, il fallait vraiment que nous allions toucher ces populations-là, se poser à l'extérieur et nous pensons connaître leurs souffrances, leurs préoccupations, leurs difficultés. Ben, ça a été pour nous l'occasion de trouver d'autres choses sur lesquelles les politiciens, les cadres, les acteurs n'ont pas beaucoup parlé. Peut-être par ignorance, je ne sais pas, mais c'est tout nous a fait du bien. Alors, chers frères et filles, d'ailleurs, le vote de contact que nous avons fait cette semaine. Pas comparateur, mais avancé de groupe du département politique. Nous avons eu cette impression. Et quand je parle de produit, je vais juste dire que le Côte d'Ivoire n'était pas populaire. Nous avons eu cette impression, mais agréablement nous avons été surpris parce que ces populations-là ont déjà entendu parler de Côte d'Ivoire en tant que parti politique. Et ça a été un point positif. L'autre point aussi, c'est que nous n'avons pas rencontré de difficultés. Ces populations-là nous ont vraiment l'entrée, l'accès à leur village, à leur vie. D'autres même nous ont offert leur cours pour que ça serve de réunion et ça fait travail. Donc l'accueil a été vraiment chaleureux partout. Nous n'avons pas eu d'obstacle et tout s'est bien passé. Et donc, le Côte d'Ivoire est connu. Les populations dans leur grande majorité savent que le Côte d'Ivoire existe. Et ça, c'est un point qui nous a vraiment encouragés. Alors, l'autre point favorable, c'est que notre projet de société qui est l'état de la Côte d'Ivoire et de l'Église fédérale, on a pensé en état bien ici que l'Église fédérale, ça peut être nouveau dans l'esprit des uns et des autres. Et là encore, nous avons été bloqués, nous avons été agréablement surpris. C'est comme ça, mais quand on a appris qu'il y a un parti politique qui veut faire de la Côte d'Ivoire et du fédéral, on est comme nous, on ne savait pas, mais on s'est rendu tout de suite le reste, on a tapé sur Google, et voilà ce que ça veut dire du fédéral. Vraiment, c'est un bon projet. C'est d'ailleurs un projet innovateur, c'est nouveau. Mais en fait, notre préoccupation, c'est de savoir est-ce que ça. C'est pour la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on va réussir vraiment à faire ça? Bon, c'est normal, hein, parce que quand c'est au niveau aussi, il y a quand même des inquiétudes.
Mais c'est des bonnes inquiétudes. Ce n'était pas des inquiétudes du genre c'est impossible, non. C'était des inquiétudes qui peuvent tout simplement laisser passer le message comme quoi ça peut être difficile, mais à la fois ça peut être facile. Pour que ça soit facile, il nous faudra véritablement aller partout en Côte d'Ivoire. Donc voilà le deuxième point positif qui est que le République fédérale, les gens se sont rendus sur Internet, pour ceux qui ne savaient pas ce que ça veut dire. Ils ont compris que ce n'est pas pour venir utiliser la Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour venir provoquer des sensations, ce n'est pas pour venir semer le trouble ou des ordres, ce n'est pas une affaire de tel district se proclame État et donc il n'est plus dans la Côte d'Ivoire. Non, c'est loin de tout ça. Parce que quand on dit le truc fédéral, tout est déjà dedans. Il faut donner juste des compétences, des idées. Il faut distribuer le pouvoir et faire en sorte que ce pouvoir vienne discuter la fédère des intelligences, des envies, des engagements, de la sérénité. Bref, tout ce qui est bien. C'est ce que les gens ont compris et ça nous a aussi facilité la tâche. Bon, comme vous le savez, hein, c'est vrai, il faut faire de la République fédérale. Donc, cette journée-là, on recueille vraiment diverses questions, énormément de questions. Et parmi ces questions, il y a d'autres qui venaient très souvent. Comment est-ce qu'on n'a pas fait complètement, en termes de schéma, notre projet de société? Mais la réponse a été claire. La Côte d'Ivoire est composée de 14 districts. Donc, ce sont ces districts-là que nous allons maintenir au pouvoir. Et à la tête de ces districts-là, établis par des élections, des gouverneurs qui auront chacun le rang de chef d'État, donc des présidents qui auront la charge de développer, de diriger, de conduire les leaders d'esprit, enfin leur district, pour leur permettre le développement qu'on cherche tant. En deux termes, faire de la Côte d'Ivoire plus fédérale, c'est d'encourager les citoyens ivoiriens à prendre en charge leur propre vie, à ne plus attendre de l'État tout, des ministres, des députés, tout ce que vous savez là. C'est aussi une politique à nous qui va leur permettre de réussir ça parce qu'en l'heure actuelle là, les Ivoiriens attendent tout de leur prochain. Et ça, c'est un frein au développement de la Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu la réponse que nous leur avons donnée. Donc le squelette de schéma, c'est 14 districts qui vont se transformer en des États. Si vous voulez, ça va prendre l'appellation État. On ne dira plus district, on dira État. Parce qu'à la tête de cet État, se trouveront des gouverneurs unis avec le chef d'État. Voilà un peu ce que nous devons avoir expliqué. Alors, les préoccupations aussi qui ont suivi en termes de questions, vous savez déjà à l'intérieur, la plupart ce sont des gens qui vont au champ, quand je parle des villages bien sûr, donc des agriculteurs. Alors, quels sont les agriculteurs? La réponse a été tout simple. Déjà que le succès du pays de ce pays repose sur l'agriculture, nous avons dit que dans notre pays de société, il y a leur place. Et nous pensons que cela est faisable. Et donc, au pouvoir, nous faisons en sorte que les agriculteurs aient des salaires. Alors, on peut appeler ça des primes, mais nous pensons que c'est normal qu'on permette à ce que les vrais agriculteurs aient des salaires. Je dis bien vrai parce qu'en toute activité, il y a des méthodes, il y a des tricheurs, il y a des paresseux. Voilà. Et n'oubliez que dans son salaire, il faut bien qu'on paye les vrais planteurs, les vrais cultivateurs, les vrais agriculteurs. Parce que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. En d'autres termes, quand on parle de succès, c'est ce succès-là qui permet à la Côte d'Ivoire de payer les fonctionnaires, de payer les factures. C'est ce succès-là qui permet à la Côte d'Ivoire de permettre les infrastructures ça et là. Mais qui sont ceux-là qui permettent ça? Ce sont les agriculteurs. En d'autres termes, autrement dit, les agriculteurs sont les employeurs à la fois du président, des ministres, des députés, des maires. Donc, on ne peut pas être un employeur, payer donc les employés. Et avec cet argent-là, ils vont pouvoir faire face à leur loyer, à leur nourriture, à leur problème de santé. Et puis toi, l'employeur là, tu arrives à la maison, ton bailleur même te chasse, tu arrives à la maison, il n'y a pas de nourriture, tu arrives à la maison, il n'y a pas d'électricité, alors que toi, tu as payé les autres et ils ont pu faire face à ces factures-là. Donc nous trouvons qu'il faut faire en sorte que les agriculteurs soient aussi payés. C'est aussi simple que ça. Voilà, ce n'est pas impossible, c'est une question de volonté politique. Nous en avons la stratégie et le pouvoir nous allons mettre ça en place de sorte à ce que cette volonté-là ait des salaires chacun de mois. Déjà que le cacao, d'abord, nous n'avons pas des prix stables. Aujourd'hui, c'est 100 francs, demain c'est 1 million, demain c'est 1 milliard, demain c'est 0 francs, un exemple, voilà, c'est un village. Alors, il faut juste fixer les salaires. Et au-delà de ces salaires-là, si bon, ça marche, c'est un bonus. De toute façon, l'argent qu'ils auront, c'est pour plus investir en Côte d'Ivoire. Et ça va aider même la jeunesse à ne plus avoir cette envie forcément de chercher
les activités où il faut s'asseoir au bureau. Si la jeunesse, ceux qui n'ont pas d'emploi, constatent que le planteur est maintenant payé, ça va les encourager parce que la terre ne paye pas honnêtement. Bon, les fonctionnaires qui pourraient dire, bon, pourquoi est-ce que les planteurs, ils vendent, ils ont leur argent et puis eux aussi ils ont salaire. Bon, ça va encourager les fonctionnaires aussi à planter, à cultiver la terre, à rentrer dans l'agriculture. Parce qu'après tout, nous avons besoin que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en agriculture. Donc on a besoin que ceux qui ne sont pas encore des agriculteurs viennent à l'agriculture. Donc il faut les motiver aussi avec ça. Ce n'est pas impossible. Alors, comme toute autre question, il y a aussi des chefs. Parce que dans chaque village, il y a un chef. Il y a sa notabilité. Alors, leur question, qu'est-ce que vous allez faire pour nous une fois au pouvoir dans cette République fédérale-là? La réponse là aussi, elle est simple et claire. Vous voyez les chefs que nous avons dans nos villages là, c'est la continuité de l'administration. C'est pourquoi quand un chef signe une attestation villageoise en matière immobilière en termes de terrain, ça a son sens. Alors notre président actuel, on peut dire que c'est un gros chef à la tête d'un gros village, mais les chefs des villages sont des petits chefs à la tête de petits villages. Donc en miniature, ils ont leur état aussi. Quand vous prenez le président, il a ses ministres qui sont ses états. Quand vous prenez les chefs dans les villages, qui sont les chefs des villages, ils ont eux aussi leurs ministres, ils sont leurs notables. Bon, ils gèrent les problèmes du village, ils agissent comme ils peuvent pour le bien et le bonheur des populations des villages à la tête desquels ils se trouvent. Mais pourquoi alors, quand le président est payé, les ministres sont payés, les députés sont payés, et puis les chefs payés n'ont pas de budget et le chef n'est pas payé? Bien souvent, on a eu l'envie de demander à des chefs, là, est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Voilà. Mais bon, il faut respecter quand même les gens, donc on ne peut pas poser directement de telles questions. Mais j'ai eu l'envie pour dire que c'est profond les préoccupations et on va en tenir compte. Une fois au pouvoir, nous allons faire en sorte que les chefs aient des salaires. C'est important. Nous sommes à une époque où il ne faudrait pas se limiter seulement à faire croire que les chefs là sont là pour garder la tradition, garder les terres. Non, on va évoluer parce que tout évolue. Nous devons faire en sorte que les chefferies, là, nos chefs soient des acteurs de développement aussi à leur niveau. C'est ce qu'il faut. Pour éviter de leur permettre de rentrer dans la tentation. Parce que les villages souvent ont des soucis, ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas de chef fort, il n'y a pas de chefferie forte. Voilà, quand on est chef, il faut avoir les moyens qui vont avec ça. Et ils n'ont pas de moyens financiers, matériels, bref, c'est énorme. Donc il faut réparer ça, parce que ces chefs-là doivent être comme des fondations sur lesquelles doivent se bâtir nos villes et tout développement. Parce que les chefs sont à la base de toute éducation, parce que des villages naissent les ministres, les préfets, tout ce que vous avez aujourd'hui. Alors quand on a un parent, on a un père, on a une mère, mais tous ceux-là aussi sont gouvernés par un chef qui est déjà là. Donc l'éducation même que doit donner le chef à nos enfants ou à nos parents ou tout ce que vous voulez, c'est tellement essentiel qu'il faut qu'on leur donne les moyens de maîtriser les choses dès la base. Parce que des villages aussi, quand il n'y a pas de chefferie forte, bon, c'est bonjour aux dégâts. Les enfants ne sont plus bien traités, ils sont plus suivis, chacun pour soi, c'est des voyous déjà dans les villages, des drogués qui naissent, qui grandissent avec. Donc, on doit traiter ces problèmes-là dès leurs racines. Alors, je poursuis en termes de questions, tout ça c'est la coudée parce que nous avons dit, mais vous savez que donc vous de parler sont les questions. Les questions. Donc, je donne les réponses que nous les avons données là-bas. Il y a aussi le développement même en tant que tel des villages en question. Ils nous ont posé des questions comme ça, mais qu'est-ce que vous pensez faire véritablement pour qu'on ait des villages développés? Et ça, c'est une question aussi qui m'a marqué. Bon, marqué pas dans le sens que je n'avais pas de réponse, parce que notre projet de société, à l'un de ces chapitres, prévoit de faire de tous les villages de Côte d'Ivoire des mairies. Certains ont crié au scandale, bon, ceux qui ont crié au scandale sont en train de nous le dire parce que c'est faisable. Et cette question-là est sortie. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos villages? Nous l'avons dit comme ça, au-delà de toute action, nous allons faire en sorte que chaque village ait un maire élu. Je ne parle pas d'argent au maire. Je suis dans un village X, là où je suis aujourd'hui là. Je sais que vous n'atteignez même pas 200 ou 300. Quand je regarde vos cases, vos maisons, ça ne vaut même pas 100. Mais malgré ça, au pouvoir, vous aurez un maire élu ici, au toit. Parce que la ville qui n'est pas loin de vous là, il y a un maire. Ce maire-là, il est fils de cette ville-là. D'accord? Et cette ville même a déjà ses charges, ses propres charges.
que ce maire-là, depuis des années qui est là, n'arrive même pas à résoudre. Alors qu'il est censé régler les charges de la ville et vous aider à grandir. La ville n'arrive pas à s'en sortir. À quel moment vous allez sortir de votre précarité? Voilà. Un maire, il a la tête de sa commune, c'est comme il a la maison, c'est sa famille, il faut bien s'occuper de la famille. Ils ne sont pas encore rassasiés, tu fais quoi chez le voisin? Hein? C'est quelle gentillesse ça? Donc il faut comprendre que pour qu'il y ait un développement assez rapide et efficace, qu'il y ait dans chaque village, ça ne doit plus être un ministre, on doit démystifier ça. Un maire, c'est un acteur de développement, c'est un manager. Il faudrait que le manager, dès le départ, prenne en charge le produit qu'il a en main. Je le dis souvent, un manager, ce n'est pas quand l'artiste a des milliards qu'il devient manager. Quand l'artiste a des milliards, tout ce qu'il veut que tu viennes, tu n'es plus manager, tu es un assistant. Tu peux être un conseiller. Mais nous n'avons pas besoin d'assistants là. Il faut déjà des managers pour que les villages là connaissent rapidement le développement, mais de manière efficace. Bon, moi, je n'ai que 44 ans, 45 ans peut-être maximum. Mais je sais que depuis ma naissance jusqu'à maintenant, les villages, à ma naissance jusqu'à aujourd'hui, sont combien qui sont passés de village à ville? Quasiment nul. Alors qu'est-ce qu'on fait? On aura peut-être 100 ans bientôt. On risque de voir encore ces mêmes villages-là dans leur état de village. Qu'est-ce qu'on fait pour permettre ce développement-là? Donc la réponse était tout simple. Nous allons faire en sorte que vous ayez des maires élus dans vos villages. Ces maires-là vont prendre vos villages dans la boue, là, planifier, programmer des idées de développement et ensemble, vous allez les aider. C'est tout simplement ça. Et j'oubliais, il y a une question comme ça qui est sortie quelque part dans un village, mais vous voulez faire de la Côte d'Ivoire le plus fédéral, mais si vous devez avoir des maires, alors que l'idée aussi pour faire nous le plus fédéral, c'est de diminuer un peu tout ce qui est budgétivore, le nombre de ministres, tout ce que je dis, oui, c'est vrai. Mais les mairies dans les villages, là, il n'y aura pas 1000 agents ou bien 50 agents ou bien 500 agents ou bien tout ça, pour nous c'est inutile. Mais les chefferies dont je viens de parler tout à l'heure, vous serez d'office les conseillers même de ces maires-là, si vous voulez des mairies. Vous avez un président des jeunes dans le village, vous avez le président des femmes, le chef est là, il y a la notabilité. Quand vous avez fini d'élire votre maire, il ne va pas le fouiller, prendre des conseillers après pour venir avoir des perdièmes de l'argent pour de l'argent. Vous allez l'aider à travailler. Donc, on aura des villages qui vont se prendre en charge. Si vous avez une mairie, vous avez une chefferie, vous avez vos présidents des jeunes et présidents des femmes ensemble, vous allez diriger ce village-là. Mieux, l'idée, c'est de faire en sorte que, comme je l'ai dit à l'entrée, qu'au pouvoir, un citoyen ivoirien ne puisse pas s'asseoir pour dire que ma réussite là, c'est un ministre qui doit venir me donner. Pour dire que ma réussite là, c'est un président qui doit venir me donner. Non, le président doit t'aider, doit te montrer le chemin, doit créer les conditions. Mais dans l'action même, c'est toi qui dois faire en sorte que le bonheur que tu cherches là, tu es ça. C'est ça l'idée. Sinon aujourd'hui là, la population ivoirienne dans sa majorité attend tout de d'autres personnes. Voilà ce qui conditionne aussi notre État sur d'autres domaines, dans d'autres domaines. Donc en somme, ça a été vraiment une très belle tournée, je peux véritablement vous le confirmer. Et ça a été pour nous aussi une occasion de passer un message de cohésion, vraiment de cohésion. Vous savez, à Côte d'Ivoire, je l'ai souvent dit, on parle souvent de paix, d'autres même disent qu'il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire pour qu'on ait du travail, pour qu'on ait un certain nombre de choses, pour qu'on ait le développement, pour qu'on ait, bref, le bonheur. Bon, on peut se tromper, hein, d'accord, mais jusqu'à preuve du contraire, nous pensons que la paix dont on parle là, c'est plutôt quand on a du travail, quand on arrive à payer nos factures, quand il y a une bonne ambiance, une bonne cohésion sociale, qu'elle s'installe. Voilà. La paix vient après tout ça. S'il y a du travail, s'il y a une bonne gestion, s'il y a surtout la bonne compréhension en fait dans les villages, dans les villes, s'il y a la cohésion, s'il n'y a pas de violence, la paix s'installe. Voilà. La paix part lorsqu'il n'y a pas d'entente, lorsqu'il n'y a pas de travail, on n'arrive pas à payer nos factures, on est criblé de problèmes, dominé de soucis, la paix ne peut pas s'installer. Ça se ressemble tout ce que je dis, mais il y a une nuance. Les autres mettent la paix avant, nous mettons la paix après. Donc ça veut dire quoi? On doit travailler pour qu'il y ait la paix. Il faut qu'il y ait entre nous la cohésion sociale. C'est ce message-là que nous avons partagé avec les populations dans les zones régulières. Nous sommes allés même dans les champs pour parler avec des gens. Notre
Le dernier village que nous avons parcouru, c'était Kwasi pour c'était en bas de champ d'Anakal, de Loi des Cajou. Voilà, pour dire que là où se trouve un citoyen ivoirien, il faut aller lui parler. Donc c'est ce que nous avons fait. Et dire aux uns aux autres de ne pas se laisser emporter surtout par ces tensions, de ne pas se laisser emporter par ces paroles fortes, ces paroles qui donnent l'impression que demain tout va s'écrouler, hein, ces paroles qui tendent à effrayer, à faire peur. De ne pas beaucoup faire attention parce que le véritable problème, c'est de laisser abattre par ces paroles-là. Voilà, il faut faire attention, être lucide et cultiver simplement la cohésion sociale. Parce que s'il y a des fissures entre les communautés, entre les populations, tout ce qui est dit comme ça, comme une forme de prophétie, pourrait vraiment venir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher ça? C'est de respecter son voisin, au village, dans les villes. Bref, c'est le respect mutuel, de se considérer, de se parler. Voilà, c'est ce que nous avons dit aux villageois, aux gens même dans les villes, un peu partout où nous sommes passés. De cultiver, de pratiquer, d'adopter, de vivre la cohésion sociale. De savoir se tolérer surtout. Même celui qui vient, qui te parle, qui est en faute, il faudrait que toi tu baisses les tons pour ne pas que vous deux vous emportez, parce qu'à l'école on nous a fait savoir que deux amants de même bonne se repoussent. Donc il faut bien qu'il y ait l'un des deux camps qui adopte le bon ton. D'accord? C'est ce que nous avons dit à tous ceux qui nous ont accueillis, aux populations, à nos bases, d'être surtout des artisans de paix. Voilà, il faut des artisans de paix. Pendant que c'est chaud ailleurs, si toi aussi tu es chaud, mais tout est ami. Donc, qu'ils soient des artisans de paix, qu'ils soient des exemples. À nos militants, nous leur avons dit ça, à nos coordinateurs, nous leur avons dit ça. Soyez des artisans de paix, parce que pour Côte d'Ivoire, c'est un parti vraiment artisan de paix. Il faudrait qu'ensemble nous puissions construire cette paix-là. Qu'on ne prenne pas au premier degré ce qu'on entend. Même si ça peut être vrai, même si ça pourrait être vrai, mais dans tous les cas, qu'est-ce qu'on fait pour empêcher que ça se réalise? C'est par nos tempéraments, c'est par ce qui va sortir de nos bouches, de nos faits, de nos gestes. Voilà. Qu'on ne soit pas pour Côte d'Ivoire, qu'on soit dans nos partis politiques, nous sommes avant tout des humains, c'est ça l'essentiel. Parce que si ton parti politique, ton leader politique, dans son entendement, si tu n'es pas avec lui, que toi tu ne dois plus exister, ce n'est pas non plus un politicien, il n'a pas non plus un parti politique, parce qu'un parti politique, c'est pour rassembler, c'est pour planifier, c'est pour développer, c'est pour le bonheur, le bien-être des uns et des autres. Mais si c'est le contraire, ce n'est plus un parti politique. C'est ce qu'il faut comprendre. Et celui qui incarne cela, qui se dit politicien, n'est pas politicien. Le politicien, le parti politique, c'est celui vraiment qui met en priorité la cohésion sociale. C'est-à-dire ce que je dois obtenir, ça ne sera pas par des coups de poing, ça ne sera pas par des coups de feu, ça ne sera pas par des lance-pierres, ça ne sera pas par la bagarre, par des injures, mais ça sera simplement par le développement de nos projets de société. C'est pourquoi il y a un projet de société, et c'est ce que nous avons véhiculé, c'est ce que nous avons proposé. Tout naturellement, on ne va pas faire comme les autres pour dire qu'ils sont tous d'accord, ils ont tous applaudi. Non, on parle de la majorité parce que, honnêtement, certains ont dit comme ça, nous vous avons compris, nous avons entendu tout ce que vous avez dit, et on va réfléchir. Voilà, c'est leur droit, non? Donc, il y a certains qui sont en train de réfléchir encore. Il y a d'autres comme ça qui ont dit, c'est la première fois qu'on voit un président des partis politiques dans notre village. Les politiciens, vous êtes les maires, vous parlez, vos bouches là sont sucrées, d'accord? Vous êtes venus sur aujourd'hui. Si on vous voit 2, 3, 4 fois, c'est que vous êtes sérieux et on va vous suivre. Donc, on a promis le parti. Je crois que c'est dans le dernier village aussi là, non? Ils nous ont dit qu'on passe là-bas plusieurs fois, comme ça ils vont voir si nous sommes. Et donc nous avons fait ça parce qu'en allant même, c'est un plaisir. Voilà. On trouve vraiment du plaisir dedans. Nuit et jour, par moment jusqu'à 21h, 22h, 23h, on est dans la brousse. Voilà, tout ça, c'est parce que nous voulons que la Côte d'Ivoire change. Alors, le message aussi que nous avons partagé, c'était de faire savoir aux populations, à nos différentes bases, à nos coordonnateurs, que Pro Côte d'Ivoire est contre la violence sous toutes ses formes. Pro Côte d'Ivoire aussi contre tout ce qui est mauvaise foi. Pro Côte d'Ivoire est un parti lucide. Ce n'est pas parce que nous sommes Pro Côte d'Ivoire, nous sommes un parti de l'opposition, qu'il faut nier aussi certaines vérités. Quand c'est bon, il faut féliciter. Quand c'est mauvais, il faut dénoncer ça aussi. Pro Côte d'Ivoire n'est pas un parti politique qui est là pour critiquer. Pro Côte d'Ivoire a pour rôle tout simplement de valoriser, de présenter, de faire la promotion de son projet de société. Nous nous limitons à ce que nous voulons faire pour la Côte d'Ivoire. Les individualités, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Des gens nous ont posé des questions, qu'est-ce que vous pensez de tels politiciens? Comment on peut répondre à la place de la personne même qui peut-être est peut-être problématique pour vous? Non, nous on n'a pas ce temps-là.
Voilà. Nous, notre travail vraiment, c'est de se concentrer sur la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce que nous avons dit aux gens. Ceux même qui ont adhéré, séance tenante, ceux qui comptent adhérer, les sympathisants, on leur a dit ça, que soyez des pro-Côte d'Ivoire exemplaires. Soyez des pro-Côte d'Ivoire respectueux de tout le monde, envers tout parti politique, envers toute adversité, soyez respectueux. Ne soyez pas des militants qui ont pour esprit, pour penser d'aller vaincre. Non, pro-Côte d'Ivoire, on ne connaît pas ce qu'on appelle vaincre. Mais il faut plutôt convaincre, parce que quand tu as pu convaincre, déjà même il y a vaincre, non? Parce que quelqu'un que tu as vaincu n'est pas forcément convaincu. Nous avons besoin d'une population convaincue, et non une population vaincue. Autrement dit, notre politique, c'est pour convaincre. Notre politique n'est pas pour vaincre. En Afrique, il y a beaucoup de politiques, c'est pour vaincre. Et quand on a réussi à vaincre, on n'a pas réglé le problème. Si la Côte d'Ivoire doit changer, avoir un nouveau visage, il faut convaincre les uns et les autres. Et c'est à ça que nous travaillons. Autre chose, nous avons quand même abordé le reste des types de notre projet de société, notamment dans l'éducation, bien évidemment dans la santé. Et pour l'éducation, nous avons fait savoir tout simplement que nous comptons radicalement changer le système éducatif. Déjà, à l'école primaire, c'est 6 ans actuellement, CP1 jusqu'en classe de CM2. Pour pouvoir, nous allons faire en sorte que ça soit 3 ans. Parce que CP1, CP2, les livrets là, c'est même là. Il n'y a pas de grande différence. CE1, CE2, il n'y a pas de grande différence. CM1, CM2, il n'y a pas de grande différence. Donc, il faut tout simplement faire des fusions. De sorte qu'au lieu de passer 6 ans, on passe désormais 3 ans. Non seulement c'est économique, il y aura beaucoup plus d'énergie. La tête de nos enfants, c'est beaucoup près. Et puis, du coup, ils pourront bien assimiler, je vais dire, les matières. Et quand on est des enfants en classe de 6e, avec l'âge de 8 ans, le cerveau est encore frais. Et quand on est en 6e, on aura trouvé déjà à l'école primaire le mécanisme pour déceler en ces enfants-là ce qu'ils pourraient vraiment maîtriser à l'avenir. Si ce sont des médecins qu'on a pu déceler depuis l'école primaire, mais au secondaire, ce sera que la médecine, jusque la médecine. Si on a détecté en ces enfants-là depuis l'école primaire des enfants de droit, mais c'est le droit et le droit seulement à leur secondaire jusqu'à l'université. Il ne sera plus question pour nous de leur faire apprendre tout à la fois. Tu es conducteur de vélo, tu es menuisier, tu es cordonnier. Non, ils ne vont plus tout apprendre. Il faut faire en sorte qu'il y ait des spécialités. Il faudrait qu'on puisse faire en sorte qu'ils soient des surdoués dans leur domaine de compétences. Parce qu'à force de tout apprendre, être généraliste, on finit par ne rien maîtriser. Et ça aussi, ça fatigue l'Afrique. Il faut changer ça radicalement. Faire en sorte que ce que la Côte d'Ivoire veut en 50 ans, 100 ans, 200 ans, 1000 ans, on commence déjà à programmer et leur enseigner ça. Autrement, il faut tailler l'éducation nationale selon les besoins de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses qui n'ont plus de valeur, il y a des matières pour nous, ça n'a plus d'importance. Il faut les vider. Et nous-mêmes, là, créer des matières, parce que quand on parle des maths, c'est un être humain qui a inventé les maths. Quand on parle de tout ce que on a bien des intelligences ici. On peut nous-mêmes trouver des matières selon le besoin de la Côte d'Ivoire et enseigner ça à l'école. Mieux encore, trouver une langue nationale, parce que moi, je parle le Boulango, l'Abron un tout petit peu. Je suis un Ivoirien. Quand je me retrouve à Gagnoua, je ne comprends pas le BT, je parle en français. Quand je me retrouve à Loboualé, je parle en français. Quand je me retrouve ici, je parle en français. Bon, c'est bizarre, non? On parle d'une nation. C'est quoi le symbole d'une nation? Une nation, ce sont des êtres humains qui partagent la même vision, les mêmes intérêts, et puis n'arrivent pas à parler d'une même voix. Ou alors utiliser une même langue. Ça n'a pas de sens, au fait. Donc les vraies nations doivent avoir une langue dans laquelle elles s'identifient, elles se reconnaissent. Et pour une volonté politique qui a manqué jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une langue nationale pour la Côte d'Ivoire. Donc, ce système éducatif-là va faire en sorte que la langue nationale qu'on aura trouvée par des mécanismes démocratiques soit enseignée depuis la maternelle jusqu'à X. Voilà ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, parce que depuis fédéral, on devient de facto une très grande nation. Ça, il faut l'accepter comme ça. Et une grande nation s'identifie vraiment par sa langue, parce que la culture, elle est inachevée quand on n'a pas une langue qui accompagne ça, une langue officielle. Il faut ça à la Côte d'Ivoire, c'est important. On ne peut pas vouloir être développé, on ne va pas rêver d'être souverain, tout ce que vous voulez, puis tu parles dans la langue de qui? Ce que je dis, c'est le français, que je ne comprends même pas d'ailleurs. C'est même ridicule. Et quand je vois des gens corriger des fautes de d'autres personnes, dire que tu as parlé mauvais français, tu vois, vous devez vous être ridicule. D'autres même disent que tu es illettré parce que tu as mal parlé français, tu ne sais pas écrit. Bon, l'illettré, c'est tout le monde. Quand le français arrive dans mon village, j'écris en Boulango, je parle en Boulango, là, il est devant moi, qui est illettré maintenant? Voilà, quand le Chinois arrive ici, et que moi je lui parle mon ethnie, j'écris dans mon ethnie, la Sibéria, qui est illettré maintenant? Vous voyez, c'est des choses auxquelles on ne fait pas attention. Donc nous avons dit à nos parents,
Au pouvoir, nous allons faire en sorte qu'il y ait une langue territoriale. Nous allons écrire dans cette langue, parler dans cette, nos ordinateurs, tout ça, ça sera dans nos langues, bien évidemment. Alors, une question nous a été aussi posée, pourquoi d'Ivoire? Vous ne faites pas beaucoup de bruit, hein? Ouais, ils nous ont posé ça. Et la réponse aussi a été claire. La Côte d'Ivoire, il y a trop de bruit. Donc, venir en rajouter encore, ce n'est pas pour le bien des gens. Les tympans, là, ça risque de s'exploser. Quand il y a trop de bruit, toi, tu fais profil bas. Et puis, ce n'est pas tout bruit qui est bon. Nous sommes silencieux parce que nous estimons qu'il faut travailler dans le silence. Voilà. Donc, nous travaillons dans le silence et nous allons toujours travailler dans le silence, hein, selon nos lois et règles établies, bien évidemment. On n'est pas dans le silence pour faire des choses noires. Nous sommes dans le silence parce qu'on a besoin de calme. On a besoin vraiment de ce silence-là, de cette tranquillité-là pour pouvoir travailler. Et ça nous a donné pour résultat, hein, d'obtenir 816 000 adhésions à Pro-Côte d'Ivoire à la date du 16 mai, hein, passé. Voilà, ça il faut que vous le répétez. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a construit là, en un claquement des doigts, c'est depuis 2020, hein, où j'ai été candidat à la candidature de l'élection présidentielle de 2020. Bien sûr, ça n'a pas marché. Ivoiriens ne baissant pas les bras, bon, il ne faut pas se décourager, non? Parce que ce qu'on veut faire pour la Côte va être tellement énorme qu'il ne fallait pas s'arrêter. Donc nous sommes encore repartis, nous avons remis les couverts pour 2025, nous sommes dedans, et nous avons toutes nos... Enfin, je n'ai pas envie de dire chance, parce que moi, la chance, ça ne m'intéresse pas trop. Je vais parler de mérite. Donc nous méritons en 2025, là, d'être à la tête de ce pays purement et simplement. Déjà, les 816 000 militants que nous avons, là, je leur dis merci, bravo, sont des militants actifs à la Côte d'Ivoire, pas actifs dans les injures, pas actifs dans les défiances, pas actifs dans des actions qui visent à faire peur à tout le monde, pas actifs dans tout ce qui pourrait être négatif, non, actifs dans le silence. Et ça, quand les gens nous ont posé cette question, qu'on a donné cette réponse, ça a été facteur, enfin, ça a été source pour ces personnes-là de s'intéresser encore à Pro-Côte d'Ivoire. Comme quoi, là où il y a de la masse, d'autres s'en servent aussi pour se faire une place. Donc nous sommes 816 000 adhérents. Face à l'enjeu, c'est beaucoup, mais c'est peu. Donc nous sommes encore en train de travailler toujours dans le silence. Et le jour qu'on va atteindre nos millions, hein, premier million là, on va faire une fête nationale, non, hein, ça va se fêter, on va vous inviter encore. Vous allez venir, on va fêter ça. Mais il reste encore un peu. On doit travailler jusqu'à ce que cela puisse aboutir. Il y a aussi le parrainage. Et le parrainage, nous en avons parlé parce que ça a été aussi des questions qu'on nous a posées. Il y a le parrainage qui arrive. Qu'est-ce que vous pensez des parrainages? Bon, nous, ça ne nous effraie pas, les parrainages. Mais si on veut être honnête, si nous, on était au pouvoir, on n'allait jamais instaurer ça. Donc au pouvoir, nous allons les balayer, nous allons supprimer ça parce que les parrainages pour nous, ça ne protège pas ceux qui donnent les parrainages. Ça ne les protège pas. Du moment où la personne doit signer, la personne doit donner son numéro de téléphone, avec tout ce qui s'est passé dans ce pays-là, je pense que c'est exposer, hein, les populations, c'est exposer la population électorale. Donc nous sommes déjà contre ça. Et puis pour nous, les parrainages, nous pensons que ça ressemble beaucoup plus à un instrument de sondage de l'adversité. Voilà, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Imaginez-vous Pro-Côte d'Ivoire qui arrive, qui dépose 1 million de parrainages. Mais l'adversaire, sinon les adversaires vont pouvoir alors aiguiser, je vais dire, les armes en fonction. Mais ça, c'est un peu triché, non? Voilà, parce que quand on va composer là, on ne dit pas à son voisin c'est quoi tu vas écrire, ou bien donne-moi ça, on ne dit pas tout ça, mais ça ressemble un peu à ça, le parrainage. On aurait aimé que le parrainage, on attribue ça à autre secteur. Exemple, nous savons qu'il y a des partis politiques en Côte d'Ivoire qui bénéficient de l'argent public, voilà, du contribuable. Et ils se sont fixés des règles, il faut peut-être avoir tel nombre de députés, tel nombre de temps. Nous pensons que plutôt il faut orienter le parrainage là-bas. Exemple, si nous sommes au pouvoir pour qu'un parti politique ait un financement, il faut peut-être avoir de manière vraie, concrète, touchable du doigt, pourquoi pas 500 000 militants pour pouvoir bénéficier de quelque chose. Voilà, là on peut orienter les parrainages, dire qu'il faut parrainer, il faut avoir des parrainages pour qu'on valide ta candidature. Déjà c'est coûteux, cette nouée que nous avons fait, ça nous a coûté beaucoup d'argent, il faut le dire, mais le parrainage même c'est beaucoup de logistique. Il faut engager des gens, après des informaticiens, il y a des feuilles, il faut les photos. C'est beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu es essoufflé même,
avant qu'on dise paye même pour la campagne. Bon, est-ce que tout le monde a eu place de ministre, de député ou quoi que ce soit? Voyez-vous, si quelqu'un a des idées, il n'a pas de millions en banque, il ne peut pas être président. Mais si ceux qui ont des milliards là, c'est eux seulement qui sont efficaces, pourquoi il y a eu toutes ces guerres-là jusqu'à aujourd'hui dans ce monde entier? Voilà, donc nous estimons que les parrainages, en tout cas, la forme, nous sommes contre ça. Le fond, nous ne sommes pas contre ça. Le fond, c'est de plutôt orienter ça là où je viens de dire, il a fait en sorte que les partis politiques prouvent par A plus B que l'argent public que vous recevez comme subvention là, vous méritez ça. Parce que nous ne croyons pas, pour Côte d'Ivoire, je vous ai dit, nous on travaille dans le silence, d'accord? Mais nous croyons fermement que c'est bruit que nous voyons là. Si on veut vraiment dire, mettez-vous en rang, comptons-nous là. Il y a des gens là, vous serez surpris que même 50 000 militants, ils n'ont pas ça. Les gens jouent aujourd'hui sur la notoriété, sur la popularité de certains noms, mais ce n'est pas suffisant pour dire qu'on est nombreux. Parce qu'on peut bien prendre de l'argent et puis sortir remplir 2 stades de 1 million de personnes. Tout est l'argent. Mais est-ce que ça veut dire que nous sommes nombreux? Voilà. Donc les parrainages, on doit vraiment attribuer à ce secteur-là. Mais pas parce qu'il faut que pour que quelqu'un soit candidat, qu'il ait un certain nombre de... Non, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut rien dire. Parce que ne vous trompez pas, au fur et à mesure qu'on s'approche, nous travaillons de sorte à ce que les populations n'aient pas peur, mais est-ce que nous, ceux qui faisons ça, c'est suffisant? Parce que je ne vois pas d'autres adversaires sur le terrain pour dire ce que nous disons. Voilà. Mais si les gens ne nous rejoignent pas pour parler aux populations de sorte à ce qu'il y ait la cohésion sociale et que les gens arrêtent de se faire peur, la tension va grandir et on ne sera pas étonné de voir des endroits où on va dire bon, ne rentrez pas pour prendre parrainage. Mais on fait comment? Si moi je dois aller en secret des sous, j'ai des militants là-bas qui veulent me donner un parrainage, ils refusent de me donner. Bon, pour ça, je n'ai pas eu mes parrainages. C'est la faute à qui? On ne va pas valider ma candidature. Moi, je pense que ce système-là, ça a été précipité. Il faut repenser ça et affecter ça ailleurs purement et simplement. Mais bon, nous ne sommes pas la loi, nous ne sommes pas les décideurs, ce sont les règles du jeu. Nous allons les affronter et puis les battre à leur propre jeu purement et simplement. Donc, pour les parrainages, comme question que les gens nous ont posée, oui, nous les avons quasiment, même presque parce que nous avons déjà des militants, 816 000 militants, on a forcément nos parrainages. Ce ne sont pas des militants qui viennent seulement de la région du Contougou, parce que la politique en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est des trucs de région. D'accord? Pour dire que moi, ce n'est pas seulement des militants de ma région, c'est un peu partout. Hein, dans la Côte d'Ivoire, je vous ai dit d'entrée qu'on a fait 18 régions, donc 8 districts, y compris Abidjan même. Donc voilà mon avis sur les parrainages, parce que ça a été une question que les gens nous ont proposée. Et comme bilan aussi, les gens nous ont posé cette question, mais qu'est-ce que vous-même vous avez déjà fait? Ça a été une très belle question, parce que pour le Côte d'Ivoire, c'est un parti politique qui n'attend pas d'être d'abord au pouvoir pour faire le minimum. Je l'ai toujours dit, si 5 francs, tu ne sais pas partager, ce n'est pas quand tu auras un milliard. Milliard, pas forcément en francs CFA, milliard de richesses dans d'autres domaines. Donc déjà, pour ces bricoles que nous avons là, nous arrivons à mener des actions. Pour le Côte d'Ivoire, depuis 2020 jusqu'à maintenant, nous avons rénové, construit des écoles, je vais dire des maternités, des cantines, des forages. Et même là encore, nous sommes en train de nous décarcasser pour offrir le tout premier scanner de Bondoukou, le CHF, parce que récemment, il y a eu un souci là-bas. Les populations ont montré leur mécontentement. Bon, il faut scanner parce que les populations aussi, on doit pouvoir les soigner, donc il faut qu'ils aient des soins de qualité. Bon, de passage, j'étais en tournée là-bas, et donc je me suis rendu même à l'hôpital général de Bondoukou, j'ai rencontré les autorités de là-bas, on a échangé fraternellement, et on a pris l'engagement de faire ce qu'on pouvait faire. Et donc nous sommes en train de nous débattre pour offrir ce scanner-là à l'hôpital de Bondoukou. Nous avons déjà trouvé des gens à la matière qui peuvent nous offrir ça. Tout est bien avancé aujourd'hui. Et ces personnes-là ont mené 2 missions sur Bondoukou. Il nous faut construire même un R+1 pour y installer le scanner qui a besoin de spécialistes pour gérer ça. En fait, ce n'est pas simple, c'est beaucoup d'argent. On parle bien de près de 750 millions de francs CFA. Nous avons déjà engagé tout ça. Voyez-vous, pour dire qu'on n'a pas besoin d'être ministre. No power. Please charge. On n'a
n'a pas besoin d'être ministre, d'être préfet. No power. Please charge. Voilà. No power. Please charge. Ce sont les piles d'ici. Pas facile pour nous, mais c'est un engagement qui vaut le coup. Parce que c'est pour ces populations-là que nous nous battons. Donc là où on peut intervenir, on va intervenir. Ça ne se pas que pour Côte d'Ivoire a tellement d'argent, non. Mais c'est parce que pour Côte d'Ivoire est un parti qui sait où il va. C'est un parti qui sort des habitudes que nous connaissons. C'est un parti qui dit déjà même qu'il est président, parce que être président, c'est quoi? Être président, c'est de vraiment agir autour de soi, voilà, faire ce qu'il faut. Autrement dit, nous ne sommes pas là pour le pouvoir, Voilà, notre objectif, ce n'est pas le pouvoir. Notre objectif, c'est ce que nous allons faire avec le pouvoir. Donc, il y a une nuance, il y a une différence nette. Donc, merci à tous nos militants pour Côte d'Ivoire, aux sympathisants, parce que quand on parle de 750 millions, moi je suis assis devant vous, je n'ai pas ça. Mais c'est la contribution des uns et des autres. Quand les membres m'ont vu visiter l'hôpital en réunion, nous avons parlé et les dons ont commencé à revenir, surtout financièrement, et aujourd'hui ça avance bien. Nous allons lutter comme on peut pour offrir ce scanner-là. Au-delà, on a des demandes. Tout naturellement, quand on fait le tel tournée, il y a plusieurs demandes. D'autres, c'est des fourrages. Nous avons pris l'engagement de leur donner ces fourrages. Bientôt, nous allons publier sur nos canaux de communication la preuve de tout ce que je suis en train de dire. D'autres le savent déjà parce que très souvent on publie. Donc, des fourrages que nous allons encore ouvrir, des écoles encore que nous allons rénover, des cantines que nous allons rénover. Bref, beaucoup de choses que nous allons faire parce que nous voulons que, quand on est acteur politique, qu'on apprenne déjà à faire ça. Quand on est acteur politique, qu'on ne reste pas seulement dans la critique. Quand on est acteur politique, qu'on ne reste pas seulement dans les revendications. Je viens seulement pour dire que je n'exclus pas les critiques ni les revendications. Mais tout va de pair. On revendique, on critique, et puis aussi ce qu'on peut, on fait et on avance. Et puis chacun vraiment se mette à faire ce qu'il peut pour aider vraiment les populations. Donc voilà ce que je peux dire sur nos réalisations. Et donc, concernant le sujet de l'entrepreneuriat, mais avant même d'aborder l'entrepreneuriat sur ce sujet, c'est là-bas que je vais terminer, toujours dans le cadre de la santé. Ce sont des questions qui nous ont été posées comme quoi, est-ce que vous allez construire hôpital CHR ici? Beaucoup veulent des CHR chez eux. Qui ne veut pas CHR? Tout le monde veut ça. D'autres ont été au départ découragés quand j'ai dit non, nous ne voulons pas prendre le pouvoir pour construire des hôpitaux. Ah, mais pourquoi? Mais parce que nous n'avons pas construit des hôpitaux. Les gens, ils ont déjà construit des hôpitaux, avant nous, ils ont construit, d'autres sont en train de construire. Donc notre priorité n'est pas d'être à la tête de ce pays pour construire des hôpitaux. Ce n'est pas une priorité. Et quand je dis ça, il y a un silence bizarre qui est là. Et quand je développe après, ils comprennent. Et donc le développement, c'est quoi? C'est pour dire que nous, notre politique à Côte d'Ivoire, ce n'est pas dans le curatif. Nous ne sommes pas là pour le curatif. Nous sommes dans la prévention, il faut prévenir. Donc, au lieu d'aller construire des hôpitaux, si ça pouvait régler, on était en 1960, lorsqu'il y avait peut-être un hôpital, on est allé en 1970, 1980, ils ont construit 10, on a pensé que c'était suffisant. On est en 2000, d'autres ont construit 10 pour ajouter, on a pensé que c'était suffisant. On est en 2025, ce n'est toujours pas suffisant. Donc, ça ne sera jamais suffisant. Parce que tout simplement, les politiques qui nous ont précédés ne sont pas dans la prévention, sont dans le curatif. Mais il faut mieux prévenir que guérir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Chez nous, à Côte d'Ivoire, nous pensons qu'au lieu de voter des budgets, de faire des calculs pour construire des hôpitaux, on va en faire, on va en rénover, on va en construire. Ce n'est pas la priorité. Il faut surtout agir de sorte à ce que les gens tombent moins malades. Si on doit faire le choix de mettre 1 milliard dans la construction, même d'une clinique, c'est un exemple d'un hôpital, on préfère investir 700 millions dans la prévention, dans l'éducation, à ne pas tomber malade, dans des choses simples et élémentaires, et puis prendre 300 millions qui restent là pour construire ou alors rénover. Moi, je préfère avoir une population moins malade, qu'une population tout le temps malade, sachant que les hôpitaux ne vont jamais suffire tant qu'on ne les soigne pas. Autrement dit, au lieu d'attendre qu'ils viennent se soigner, il faut lui éviter même de tomber malade. Les pays de l'Europe font ça. En Afrique, nous tombons malades pour tout. Même là, tout simplement, on meurt pour ça. Migrer seulement, on meurt pour ça. C'est l'ignorance surtout.
l'Afrique aussi, comme la Côte d'Ivoire, désolé de le dire comme ça, moi je crois, et pour Côte d'Ivoire pense que c'est un terrain même d'essai de médicaments, de beaucoup de choses. Voilà, il faut le dire, tout ce qu'on mange aujourd'hui, il y a tellement de produits chimiques dedans, mais pourquoi on ne va pas tomber malade? C'est pourquoi il faut tout simplement transformer tout ce que nous avons là en faisant quoi? En changeant de mentalité. La mentalité, c'est d'enseigner à nos enfants à l'école depuis la maternelle, il faut savoir se laver les mains. Ça va tellement rester demeuré que vous allez voir que ce qu'on appelle par le qui disparaît, des seins migrés, de petites choses qui font mourir, les gens vont disparaître. Voilà, et une fois que ça c'est fait, les gens vont tomber moins malades. Donc, moins d'argent investi dans les murs. Parce que quand tu as fini d'investir dans les murs, il faut bien entretenir ces murs. Il faut bien entretenir le matériel, il faut entretenir les appareils, tout ça c'est de l'argent. Alors qu'on peut justement éviter aux gens de tomber malades. Bon, pas tout le monde, mais le nécessaire quand même. Les pays développés là, allez-y en Chine, au Japon, là où vous voulez, regardez le taux de personnes internées dans leurs hôpitaux, puis comparez ça ici en Afrique. Voilà, donc l'hygiène doit être enseignée, tout ça doit être enseigné. Voilà un peu le projet sur la santé. Concernant l'entrepreneuriat, j'ai souvent dit, c'est sur ça, je vais m'arrêter. C'est que pour nous, à Côte d'Ivoire, il faut véritablement investir dans l'entrepreneuriat. On a même dit que notre constitution, là, on va inscrire dedans que toute personne, tout citoyen ivoirien qui a sa pièce d'identité, qui a un projet à entreprendre, à faire, à mettre en place, où on sait là où on peut le trouver, il peut avoir un prêt. Il doit même avoir un prêt. On pourrait dire, mais les prêts se font déjà, mais ça se fait comment? Débarquer tout de suite dans une banque, dire que vous voulez 100 000. Les documents qu'on va vous présenter là, quand tu quittes là, toi-même, tu es découragé. Voilà. Ou alors quand on t'a donné le taux de remboursement. Donc nous ne parlons pas de ce type de prêt. Nous disons simplement que tu es citoyen ivoirien là. Dans notre constitution de la République fédérale, là, tu as droit à un prêt financier pour entreprendre si tu le veux, parce que ce n'est pas une obligation pour toi d'entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Mais lui qui veut entreprendre, qui a un projet, qu'il en fasse la demande, et la République fédérale de Côte d'Ivoire prochaine à venir là, a l'obligation de financer ce citoyen-là. Voilà. Non seulement le financer, le coacher, le suivre jusqu'à ce qu'il puisse rembourser et au-delà l'aider à montrer ses preuves en Côte d'Ivoire et l'exporter au-delà de nos frontières. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est une force pour toute nation quand c'est bien géré. Prenez les Occidentaux, qu'on aime tant tricher, copier. Si vous remarquez, leur richesse, ce n'est pas forcément chez eux. Ce sont leurs entrepreneurs qui exportent, là, qui font la richesse de leur pays. On est souvent fâché pour dire que les Français sont partout, les Américains sont partout. Et c'est ça, leur politique entrepreneuriale. Il faudrait que d'ici 15 ans, 20 ans, 30 ans, qu'on ait les Ivoiriens partout aussi. Et que ces grosses entreprises ici, là, s'exportent. C'est encore une autre richesse pour la Côte d'Ivoire. Mais pour ça, nous devons véritablement investir, que ce ne soit pas des investissements politiques, ou alors quand on a train de donner 1000 francs, la caméra est là, quand la caméra n'est pas là, on retire d'abord 1000 francs. Mais quand ça est là, on donne 1000 francs. Et puis par derrière, on récupère 1000 francs. Je veux dire, il faut qu'on ait vraiment des financements de projets vrais. Voilà. Et quand on a fini de donner l'argent, qu'on ait une structure pour suivre ces personnes-là, pour les aider. En termes d'impôts, je me dis, ce n'est pas impossible. Si Côte d'Ivoire le pouvoir, nous allons baisser les impôts, pourquoi pas jusqu'à 30%, même 40%. Ce manque à gagner là, élargir ça à d'autres personnes. Ce qu'on dit, élargir l'assiette. C'est faisable. Supprimer certaines taxes, baisser certaines taxes, mais mieux. Faire en sorte tout simplement que l'État soit partenaire à tout entrepreneur. Le SMIC, que ça passe à 150 000. Nous avons dit que les salaires, c'est pas impossible déjà à partir de 700 000 pour fonctionner un salaire avec ce montant, c'est le minimum. Ce n'est pas impossible. Voilà. Supprimer les pas de porte. Quand on est entrepreneur, on veut louer un endroit, on parle de pas de porte, ça signifie quoi? Il faut supprimer tout ça. Faire en sorte que le cautionnement passe simplement à 1 mois. Même pas d'avance, on va interdire les avances. Voilà autant de choses. Baisser considérablement le prix des loyers. Faire en sorte qu'avec un salaire de 500 000, 300 000, 700 000, on ait un terrain de 500 mètres carrés, pourquoi pas à Cocody, dans les grandes villes. Tout ça, c'est possible. Parce que le développement d'une nation ne se fait pas avec 10 personnes quand vous êtes 1 million de personnes. Le développement d'une nation se fait avec 900
90 000 personnes quand vous êtes 1 million de personnes. Autrement dit, quand le cumul des forces et des pouvoirs se trouve dans la main de 10 personnes, c'est difficile pour qu'il y ait un développement. Donc l'idée ici, à Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que chaque citoyen soit acteur du développement vert. Voilà ce que nous voulons inculquer, ce que nous voulons faire. Et toujours en termes d'entrepreneuriat, il y a ces factures-là aussi qui pèsent sur les entrepreneurs. Moi, dans mes entreprises, je paye une facture de près de 1 500 000, 2 millions. Je paye ça tout le temps. Souvent, je me retrouve à faire des paiements partiels aussi comme les autres. Enfin, des paiements de manière partielle comme les autres. On fait ça parce que ce n'est pas tout le temps que ça bouge là. Donc, il faut libéraliser véritablement le secteur de l'électricité pour qu'il y ait cette concurrence-là, que ça devienne moins cher. Avant, on avait une seule téléphonie mobile, on nous faisait une seconde à 500 francs, je ne sais pas combien là, mais aujourd'hui, regardez les appels. Parce qu'on a libéralisé le secteur. Il ne faut pas en avoir peur. Nous avons aussi dit que le pouvoir, ce sont des questions qu'on nous a posées lors de notre tournée. Qu'est-ce que nous allons faire de la SODECI? Bon, on a clairement dit qu'on va supprimer ces factures-là dans les foyers. Dans les foyers à usage d'habitation, tout ça, ils vont recevoir des factures de SODECI parce que c'est faisable. Il faut juste déplacer ce manque-là ailleurs. C'est tout. C'est-à-dire les ménages vont recevoir des factures de SODECI. Autrement dit, l'eau sera en griffon, donnée de manière gratuite. Mais ça sera bien évidemment conditionné parce que l'Africain aussi, quand il dit ses cadeaux, c'est le gaspillage, bonjour. Donc on va donner un seuil. Si tel nombre de 1000 mètres cubes d'eau a dépassé le superflu, là, tu vas payer. Voilà, les industriels qui prennent l'eau pour faire du commerce, ils vont payer. Mais je parle bien des ménages, plus de factures d'eau. Donc, je ne pourrais pas tout naturellement tout dire aujourd'hui, parce que c'est vraiment étonnant. Juste que vous les tenez, nous sommes allés toucher du doigt des populations qui nous ont accueillis. Il n'y a pas eu de barrière, tout s'est bien passé en termes de sécurité, en termes d'accueil. Et j'ai dit merci, félicitations aux Ivoiriens. Il faut aussi dire merci aux autorités qui sont là parce que quand on partait, on avait de la sécurité. Voilà. Il faut reconnaître ça aussi, leur dire merci, non? Merci aux populations. Merci aussi aux collègues de l'opposition parce que certains m'appelaient pour m'encourager, pour me féliciter, c'est vice-versa. Certains nous ont facilité aussi l'accès à des endroits. Donc, vous voyez, c'est ça la Côte d'Ivoire. Parce que c'était un intérêt commun, c'est un intérêt commun. Et donc nous avons pu véhiculer notre message de cohésion sociale, parler de notre projet de société, recueillir les préoccupations de nos parents. Et surtout, ce qu'il faut retenir, nous n'avons pas fait de progrès. Parce qu'à propos de nous, on ne fait pas de progrès. Nous faisons des propositions et quand on les accepte, toi qui les acceptes, tu mets dedans, on s'associe et puis on réalise. C'est aussi ce message-là que nous avons passé. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, tout naturellement, je vais les prendre et je vais les répondre. Merci d'être venu. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Rendez-vous au pouvoir très prochainement. Merci, Président. J'oublie des paragraphes, n'hésitez pas à rappeler ça pour que vous en soyez satisfaits. Comprenez que votre question me rappelle une autre question. Souvent, vos confrères journalistes m'ont demandé comme ça, vous êtes de la gauche, vous êtes de la droite, vous êtes centriste. Je leur ai dit, je ne suis ni de la gauche, ni de la droite, ni centriste, parce que c'est de l'hypocrisie même d'ailleurs. Nous sommes dans un monde où une fois qu'on est au pouvoir, on fait un peu de tout ça. Quand on fait un peu de tout ça et qu'à la base on dit, moi je suis strict ici, sachant qu'après tu pourrais faire un peu de tout. Donc vous voyez, ça devient un peu nul. Moi, je leur dis souvent que nous sommes tout simplement partenaires aux populations pour lesquelles nous voulons et que nous sommes en train de nous battre. Donc cette réponse va s'appliquer également à votre question, qui est que notre système économique, ce n'est ni libéral, capital, c'est un système partenaire aux populations, dans lequel se trouvent des entrepreneurs. Autrement dit, il faut avoir un système économique caméléon, s'adapter là où il le faut, c'est tout. Voilà, on peut le dire comme ça, pour que ça soit partenaire véritablement aux entrepreneurs et aux populations. Il faut être honnête et le dire. Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que l'agriculteur doit avoir un salaire et non le menuisier, le plombier, on peut citer. Mais j'ai été clair. Vous et moi savons qu'il est dit
que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Bon, le menuisier, il ne fait pas l'agriculture, c'est un menuisier. Donc, c'est dans un contexte bien précis. Tous savons que l'agriculture a été pour beaucoup de choses en termes de développement en Côte d'Ivoire. Si vous voulez, même l'économie de la Côte d'Ivoire repose aussi sur ça. Donc, c'est un cas assez délicat et particulier. Et j'ai aussi développé quoi? J'ai fait le rapport entre les salaires payés, les infrastructures et tout ça, parce qu'il y a des agriculteurs fous en Côte d'Ivoire. Même l'endettement de la Côte d'Ivoire, pourquoi les gens donnent l'argent? C'est ceux-là, je pense, qui sont des gages, des garanties, si vous voulez. D'accord? Et donc, si cela permet des salaires à vous, à d'autres, aux fonctionnaires, etc., il est normal qu'ils ne meurent pas parce qu'ils n'ont pas pu trouver 1000 francs pour payer leurs médicaments. Il est normal pour qu'ils aient des salaires, des primes, pour ne pas qu'ils soient empêchés de mettre leurs enfants là où ils veulent à l'école. Il est normal qu'ils aient des salaires, des primes, pour ne pas, je vais dire, commander, mendier, pour ne pas tomber dans le découragement même. Parce qu'aujourd'hui, on est premier en cacao, on peut être dernier aussi, non? Si on ne les encourage pas. On est premier en cacao, c'est à 2200 les kilogrammes. Demain, ici, c'est à 500. Qu'est-ce qu'on fait? Surtout que le prix est instable. Il faut leur fixer des primes. Et puis, bon, la compréhension de l'entrepreneuriat, vous voyez, c'est complexe. Hein? Chacun a sa manière de comprendre l'entrepreneuriat. Entreprendre, ça veut dire entreprendre. Vous et moi, nous sommes assis, nous sommes en train d'entreprendre quelque chose. D'accord? Moi, je suis en train de présenter le bilan de ma tournée, j'entreprends quelque chose. Vous êtes là, vous entreprenez. Donc, chacun entreprend, tout le monde est un peu entrepreneur. Donc, les agriculteurs qui sont des entrepreneurs, pour ma part, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma réponse, méritent pleinement d'avoir ces salaires-là. Le fonctionnaire, c'est-à-dire l'enseignant qui enseigne, il entreprend. Voilà, entreprendre, c'est faire quelque chose aussi. Donc, il est payé en fonction de ça. Donc, si le planteur, il fait ce qu'il fait et puis ça aide la Côte d'Ivoire économiquement parlant, il est normal qu'on lui donne des salaires. Parce que même les fonctionnaires, là, ils sont payés et puis ils ont des primes. Hein? Vous savez ça. Ils ont des bonus, ils ont des 11e salaires, il y a plein de choses comme ça. Et puis ce qu'il faut comprendre en faisant en sorte que les cultivateurs, les vrais, aient des salaires, c'est pour encourager, même pourquoi pas le menuisier dont vous avez parlé, à avoir aussi un champ de cacao, de café, tout ce que vous voulez. C'est pour encourager même l'enseignant aussi à avoir un champ. Parce que les pays que nous imitons tant, les occidentaux, là, vous voyez leur force, on ne le dit pas assez, mais c'est surtout ceux qui font l'élevage, les planteurs, c'est ceux-là qui font leur force. Et c'est les puissants même. Ils ne font pas bruit, c'est tout. Donc, on pourrait parler sur ça des heures et des heures, mais nous trouvons que c'est juste que les cultivateurs, les planteurs, les agriculteurs aient des salaires. J'espère que j'ai fait le tour de... Voilà. Et aussi les chefs de village. On dit le chef de village, là, c'est la continuité de l'administration. Si un chef de village signe une attestation villageoise qui est prise en compte en d'autres circonstances, un chef du village, qu'est-ce qu'il fait? Il règle des problèmes du village. Un chef du village, il arrive par moment même qui se retrouve dans l'obligation, comme quoi aller chercher de la nourriture même pour ses administrés. Et il a des problèmes qui arrivent dans le village que le chef du village règle. Le chef du village est souvent sollicité aussi pour soigner des gens, même pour aider des gens même à travailler. Bref, le chef du village de notre époque, là, c'est ça. Mais quand on est confronté à toutes ces préoccupations et qu'on n'a pas un salaire, qu'est-ce qu'on fait? Étant chef, on est exposé à tout ce qui pourrait venir nous emporter parce que vulnérable. D'où ces guéguerres dans les villages même, ces camps dans les villages, des chefs de village qui ne sont pas respectés, un chef est là, demain un autre se lève. C'est tout ça au fait. Mieux, les chefs du village, il faut le dire clairement, ils sont aussi souvent manipulés par des politiciens parce qu'ils savent que ceux-là, ils n'ont pas le choix que de dire, de faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Pour moyennement quelques biais. Il faut rompre ça, il faut détruire ça. Il faut donner de la force à ces chefs pour qu'ils aient le courage de suivre la vérité et d'aider leur population à connaître un développement. Je l'ai aussi dit avant, on parlait de tradition. Ça s'arrêtait là. On parlait d'honneur, comme vous l'avez si bien détaillé. C'est une affaire de famille, on sait d'office qui sera chef et autres. Mais les choses évoluent. Les choses évoluent. Il faut l'accepter que l'évolution d'aujourd'hui, là, en dehors du fait que c'est des choses de famille, ça tourne comme ça dans les villages, il faut accepter aussi que les exigences là, les chefs du village puissent faire face. Mais s'ils n'ont pas l'argent, quand vous dites qu'il y a des chefs de village qui sont riches, un chef de village il est riche,
il n'est pas pauvre. Je ne sais pas à quoi vous faites allusion quand vous parlez de pauvreté. Chez nous, à Côte d'Ivoire, la pauvreté, ce n'est pas quand tu n'as pas l'argent. La pauvreté, c'est quand tu n'as pas et l'intelligence et la sagesse et la volonté même d'aider. Je peux citer, mais ça ne se résume pas à l'argent, parce que tu peux avoir l'argent puis ne rien faire du tout. Donc la pauvreté, ce n'est pas une question d'argent. Et si on devait parler d'argent, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas envie de le dire, parce que être politicien, faire la politique aujourd'hui, n'est pas faire le bruit partout, sonner la trompette. Sinon moi, quand je dis les chefs du village doivent être payés, le peu que je gagne à travers mes entreprises, le peu que le parti gagne à travers les cotisations, on arrive à prendre des chefs du village en charge, à la fin du mois, on leur donne même des primes pour éviter qu'ils se retrouvent dans des magouilles d'argent et se rabaisser vis-à-vis de leurs administrés dans les villages. Ça, c'est des choses qu'on fait, qu'on n'en parle pas. Vous voyez, donc la pauvreté pour nous, c'est surtout faire en sorte que les chefs du village n'aient pas de moyens. Même si c'est une question de famille, on ne finit jamais de chercher la richesse. Peut-être d'autres à l'argent. S'il a l'argent, que le problème qu'il doit résoudre n'est pas un problème d'argent. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bien qu'il y ait même des chefferies construites. Quand vous arrivez dans les villages, il y a un problème, tu ne sais même pas où t'asseoir pour résoudre ça. Pourtant, on dit c'est un chef. Vous voyez, c'est ce que je vais dire au fait. Alors, Medina TV, vous dites que est-ce que nous pouvons faire le poids face aux dinosaures? D'accord, vous savez que c'est intéressant votre question quand même. Faire le poids face aux dinosaures. Bon, le dinosaure, pour moi c'est pas un poids. Le dinosaure, un être humain le mange. Le dinosaure, on le mange. C'est comme quand on dit les lions, on le mange. Un animal, on le tue. D'accord? Donc pour moi, ce ne sont pas des poids. Le vrai parti politique, puissant, fort et à la fois faible et à la fois non puissant, ça a son sens ce que je dis, hein, ça a médité, c'est Pro Côte d'Ivoire et rien d'autre. Voilà, il n'y a pas en face de nous un parti politique qui pourrait dire que nous sommes plus forts en griffe que vous. Ce n'est pas vrai du tout. Déjà, notre nom est plus fort que les autres noms. On dit bien Pro Côte d'Ivoire, sauf si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, donc tu n'aimes pas le nom de la Côte d'Ivoire. Quand on dit Pro Côte d'Ivoire, que je prenne mes adversaires, que je les aligne, que je les mette en rang, que je leur pose une seule question, vous êtes Pro Côte d'Ivoire ou pas? Ils diront oui. C'est pourquoi je dis, nous là, on travaille à les faire rentrer à la maison. Parce que leur place là, c'est dans notre parti. Du moment où tu dis oui, tu es Pro Côte d'Ivoire, tu fais quoi là où tu es? Voilà. Et c'est pourquoi nous sommes motivés et donc faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale. Et c'est ce qu'il faut vraiment pour que chacun de ces adversaires politiques là ait leur place pour donner de leur savoir dans leur district à venir. Parce que même à ces élections, pour élire les gouverneurs là, le parti Pro Côte d'Ivoire n'ira pas à ces élections. Parce que si on va à ces élections, on pourrait rafler tout ça. Il y aura toujours monopole de pouvoir. C'est pourquoi une fois à la tête de la République fédérale, les élections gouvernement, enfin, des gouverneurs là, le parti n'ira pas. En indépendant, comme en trahison, comme en hypocrisie, vous ne verrez pas un seul Pro Côte d'Ivoire aller s'engager pour laisser vraiment la place à d'autres intelligences. Donc, chers sœurs, Pro Côte d'Ivoire est le parti le plus fort, puissant, faible à la fois hein, de Côte d'Ivoire. Les autres là, qui sont en bas. Et d'ailleurs, leur place à Pro Côte d'Ivoire. Je les invite même à nous rejoindre pour faire de la Côte d'Ivoire une république fédérale où ces guéguerres de pouvoir là vont cesser parce que souvent les gens disent qu'ils ont l'argent, ils pillent, ils volent pour remplir les poches. Beaucoup disent ça, mais nous à Pro Côte d'Ivoire on ne dit pas ça. Moi je suis convaincu que le problème de l'Afrique là, c'est justement ce que le frère devait, cette affaire de royauté, de chefferie. Parce qu'on est né avec ça, ça est dans nos gènes. C'est-à-dire c'est le reflet des chefferies que nous avons au village où c'est une affaire de tant qu'il ne meurt pas, on ne remplace pas. C'est ça qui s'est déporté hein, de manière moderne hein, dans les cœurs, dans les âmes, dans la chair de nos différents présidents. Parce qu'à la base, en profondeur, je peux me tromper, ils ont tous peut-être envie de mourir au pouvoir. Parce que quand on t'a appelé président, on t'a déroulé le tapis rouge, tous ces honneurs, c'est toi ceux qui dis oui, c'est toi ceux qui dis non. Et puis tu penses qu'un seul jour tu peux te retrouver plus, on ne te calcule plus. C'est pas facile, hein. Donc du coup, l'envie permanente d'être toujours au pouvoir et mourir au pouvoir, ça c'est un fait naturel, j'allais dire en griffe, ça est dans les gènes. Et c'est ce que nous voulons faire taire par cette République fédérale. Et aujourd'hui, nous sommes retrouvés où en Afrique, en Côte d'Ivoire hein, ces guerres, là, ces guerres, ces coups d'État, ces rébellions. Les gens vont toujours trouver des arguments pour dire c'est parce qu'il y a la pauvreté, on a fait coup d'État. C'est parce qu'il y a terrorisme, on a fait coup d'État. Mais en réalité, chacun veut être président. Voilà la vraie question. Chacun veut qu'on appelle président. Chacun veut avoir les honneurs. Donc en réalité, ce n'est pas une question de choses, c'est une question de gènes. Voilà, ça est dans nos gènes. On a l'habitude. Donc, faire de la Côte d'Ivoire plus fédérale,
c'est Pro-Côte d'Ivoire le parti le plus puissant en Côte d'Ivoire qui pourrait permettre ça. Parce que Pro-Côte d'Ivoire va créer 14 autres présidents. Hein? J'ai dit même à mes adversaires politiques qui sont là, vous gagnez ou vous gagnez parce que si vous nous aidez à être à la tête de ce pays-là, vous qui êtes là aujourd'hui, vous serez toujours président dans vos districts. Mais quand tu refuses d'accepter de développer ta propre cour et que c'est forcément le quartier que tu veux développer, il y a un problème. Nous vous donnons l'occasion d'apprendre à développer vos propres cours et puis après, on va aller dimension quartier. C'est pas bien grave, on va reprendre tout ça. Et donc en 2025, là, chers adversaires, d'abord, venez à Pro-Côte d'Ivoire, à votre maison, faisons de la Côte d'Ivoire une république fédérale et puis chacun va retourner développer son district. C'est l'union de ces districts développés là qui fera de la Côte d'Ivoire un pays puissant, un pays fort. Donc, chers sœurs, c'est nous qui sommes les puissants, les plus forts. Nous ne sommes pas dinosaures parce que dinosaures mangent. Alors, la liste électorale. Qu'est-ce que je pense de l'exclusion? Hein, c'est ça, non? Les noms qu'ils ont retirés. Bon, mais j'ai dit tout à l'heure, nous sommes promenés là pour demander aux uns aux autres de cultiver la cohésion sociale. Mais est-ce qu'en enlevant des noms, ça aide à installer la cohésion sociale entre acteurs politiques même? C'est pourquoi pour Côte d'Ivoire, tout le temps, nous disons que la Côte d'Ivoire n'est pas en palabre avec ses fils et filles. Les populations ne sont pas en palabre entre elles-mêmes. Ceux qui sont en palabre, qui doivent se réconcilier, c'est justement les politiciens. Et chaque jour qui passe, ils nous demandent que ceux qui doivent se réconcilier, c'est eux. Donc c'est un message que je lance, qu'ils arrêtent de dire que les populations sont en palabre, je vais être présent pour vous réconcilier. Il n'y a pas quelqu'un à réconcilier, c'est vous-même. C'est une preuve qui est là. Si moi, ma voix seule pouvait porter, ni le président Tidiane Tian, ni le président Gbagbo, ni le président Charles Blé Goudé, ni le premier ministre Le Pen, Soro Guillaume, tous ceux-là, leur nom pour une question politique, pour une question de bonne ambiance, de bonne convivialité, que leur nom reste. Voilà, nous croyons profondément tout ça, ce sont des faits politiques. Quand on dit politique, d'autres disent non, c'est la loi, mais c'est quoi qui crée la loi? C'est d'abord la politique qui pense tout ça. Donc, qu'on ne se le cache pas, la politique pourrait être au-dessus de la loi parce que de la loi, en fait, de la politique naît nos lois. Donc pourquoi est-ce que la politique ne peut pas être au-dessus pour prendre des décisions fortes pour éviter tout ça? Je crois qu'il y a un article dans la Constitution qui donne pouvoir au chef de l'État de prendre des décisions pour, comme ce qui s'est passé en 2010. Je ne sais pas trop, les experts vont m'en dire plus, mais c'est possible. Si ça ne tenait qu'à nous que leur nom soit sur la liste électorale, peut-être vous ne le savez pas, nous avons à notre niveau, toujours dans le silence, entamé des démarches auprès de la grande médiature pour que leur nom soit sur la liste électorale. Nous ne sommes pas allés nous asseoir à la télé ni à la radio pour dire tout ça. Il y a des démarches que nous continuons de mener hors des caméras, hors trucs, à notre niveau. Voilà pour que ça aboutisse. Donc nous sommes pour la cohésion sociale, nous sommes pour le fait que chaque candidat qui remplit vraiment les règles du jeu soit vraiment dans la course. Et les règles du jeu, pour moi, c'est d'avoir un projet de société. Les règles du jeu, c'est d'avoir toutes les facultés nécessaires en tant qu'un homme. Les règles du jeu, c'est d'être en bonne santé aussi. Et c'est suffisant. Parce que même le cautionnement dont on parle là, un braqueur peut braquer une banque, aller déposer 100 millions et puis le président demain, on a un braqueur à la tête du pays. Je parlais aussi des parrainages. C'est tellement coûteux, c'est beaucoup d'argent. Mais un braqueur peut braquer, il paye, il achète les gens, 1000 francs, 1000 francs, 5000, 5000, il a ses parrainages. Demain, il est président, ça, on a vraiment un président. Donc, on fasse beaucoup attention à nos décisions, à nos règles. Il faut des règles qui vont plutôt juger la moralité des gens et non des règles qui vont ramener des gens à l'argent. Parce qu'après, l'argent n'est qu'un moyen, ce n'est pas un pouvoir. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que... M. Grappé pour sa question dans le domaine foncier en Côte d'Ivoire. Là-bas aussi, il y a beaucoup de problèmes. Hein. La vie chère même qu'on vit là. Pour Côte d'Ivoire, pense que les 80% de nos problèmes, même, c'est là-bas. Foncier là, c'est trop complexe. Je vais juste faire l'effort de faire un résumé. Mais je l'ai dit, hein, au pouvoir, la solution, c'est de banaliser le coût des terrains. Banaliser en griffe, hein. Il faut faire aussi attention. Quand on va dire banaliser, on dit c'est pas important. C'est pas ce que je vais dire. Banaliser, c'est de faire en sorte que ce qu'on paie aujourd'hui 500 mètres carrés à 10 milliards, un exemple, une image, qu'au pouvoir, dans cette république fédérale, un 500 mètres carrés, même à Abidjan avec ACD, que ça ne coûte même pas plus d'1 million.
Si on arrive à faire ça, il y aura moins de problèmes dedans. Parce qu'il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup de miel, il y a beaucoup d'or. Il y a tellement d'esprit, tellement de pensée, tellement d'action dans ce sens-là qui font qu'il y a un tohu-bohu, un mélange complet dedans. Il faut déjà démystifier, il faut déjà dévaloriser entre griffes ce secteur-là. Quand on va comme ça faire en sorte que le terrain de 500 mètres carrés, avec tous les documents, se retrouve à être vendu à 500 000, 300 000, je pense que ça va déjà résoudre beaucoup de problèmes. Il y aura un désintérêt, et tant mieux. Comme ça, les personnes victimes et ceux qui veulent arnaquer là, pourront trouver autre chose. Toujours dans le cadre du foncier, ce document ACD, qui est le couronnement de tous les documents, pose même problème. Parce qu'avant d'avoir un ACD, c'est un parcours de combattant. C'est comme si tu partais en guerre. Parce que tu commences par quoi? Attestation villageoise, après session, après, tout ça c'est trop long. C'est tellement long que l'ACD même est essoufflé. Et quand tu es essoufflé, c'est difficile. Donc la solution pour nous au pouvoir, nous allons faire en sorte que la signature de l'ACD revienne au chef des villages, purement et simplement. Et cette affaire de titre foncier, qui pour nous, il y a une lisibilité floue entre titre foncier et ACD, on n'arrive toujours pas vraiment à faire la distinction. En tout cas, moi particulièrement, ce n'est pas une honte. Il faut tout simplement choisir l'un ou l'autre. Soit c'est ACD, tu as acheté ton terrain, c'est prouvé qu'il n'y a pas de danger, ça appartient au vendeur et toi l'acheteur, tu as les moyens, tu l'as acheté, c'est connu de tous, il n'y a pas d'opposition, ben tu as ton ACD puis c'est tout. Le ministère n'a même pas besoin de suivre les ACD. Au pouvoir, là, le ministère de la Construction aura en charge simplement d'assister les gens dans la construction et non d'aller gérer les documents ACD et tout ça. Non. On va leur arracher ce pouvoir-là pour qu'ils soient plus concentrés dans l'accompagnement des entrepreneurs dans le domaine du foncier. Quelqu'un veut construire sa maison, le ministère de la Construction va l'aider en conseil, lui affecter des architectes, tout ce qu'il faut. Le ministère de la Construction va se spécialiser en ça et on va leur retirer la signature des documents. Autrement dit, le ministère de la Construction sera purement technique. Voilà. Les chefs du village, il faut les former, leur faire confiance pour que cela gère la documentation. Et donc, si quelqu'un se lève qui débarque dans un village, parce qu'avant d'être ville, c'est tout village. Mais aujourd'hui, à Abidjan, tu es assis avec un hébreu, il dit je vais au village. C'est où il dit ben j'ai ville. Bon, c'est village, non? Les gens payent terrain toujours là-bas. Ils sont entre eux au village, ils se connaissent. Qu'ils soient des cadres, qui vivent ailleurs, au-delà du pays, mais ils se connaissent. Donc, il est clair que si on leur laisse la gestion de leur terre, ils vont moins se tromper. Pas parce qu'il n'y aura pas de problème, mais ça sera encore moins. Donc, en somme, pour la solution, on va laisser la signature des ACD au chef des villages. Et on va simplifier les choses. C'est attester que le terrain est sans danger, tu as donné ton argent, on te signe ton ACD. On n'a pas besoin d'avoir titre foncier d'abord, avoir ça, tout ça c'est long. C'est ce qui crée toutes ces présences de malheur là dans le processus et qui fatigue même le ministère de la Construction lui-même. Ça le fatigue. Voilà, donc on va leur arracher ce pouvoir-là et les spécialiser dans tout ce qui est technique. Voilà. Et l'Ivoirien pourra avec 300 000, 500 000 acheter un terrain avec ACD, même à Abidjan. Alors, Fraternité Martin, changement de mentalité, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, non? Qu'est-ce qu'on fait pour que les mentalités changent? Notre frère de... Qu'est-ce qu'on fait pour que les mentalités changent? Mais c'est d'enseigner, je veux dire, c'est de dire d'abord nous-mêmes la vérité, espérer que les gens suivent cette vérité. C'est comme ça, parce que comment on change les mentalités? C'est d'apprendre aux gens à accepter la vérité tout simplement. C'est de démontrer aux gens que là où ils se sont trompés. C'est de démontrer aux gens qu'ils ne sont pas nuls. C'est de démontrer aux gens qu'ils sont capables de faire le bien. C'est de démontrer aux gens qu'ils peuvent travailler. C'est de démontrer aux gens qu'ils peuvent désormais suivre les projets de société et non suivre les personnes, mais en donnant nous-mêmes l'exemple. Moi, je pense que la meilleure manière de changer les mentalités, c'est d'être l'exemple. Parce que quand le braqueur braque, c'est parce qu'il a suivi l'exemple du braqueur. Quand vous voyez des gens sur les réseaux sociaux qui utilisent ça dans le sens contraire en suivant certains influenceurs qui ne donnent pas l'exemple. Mais pourtant, ils imitent ces influenceurs-là. Donc, je vais dire quoi? C'est à nous d'influencer la majorité pour que cette majorité adopte nos mentalités. Si on estime que les gens doivent dire A,
On doit apprendre à dire A et influencer les gens à dire A. Donc il faut influencer tout simplement. Voilà, c'est ce que nous avons fait et c'est à ça que nous travaillons d'ailleurs. Maintenant la démocratie, qu'est-ce que j'en pense? Oui, vous voyez la définition de notre parti, à la fin il y a démocratie, prospérité, souveraineté. La démocratie, il ne faut pas avoir, il y a des gens qui disent que la démocratie c'est pas bien. Non, la démocratie c'est une bonne chose. Dans le fond, c'est une bonne chose. Mais c'est la forme là qui pose problème. Je donne toujours quel exemple? Vous voyez, vous avez porté un tissu, la couleur elle est bleue, c'est ça? Pour moi, c'est la démocratie. Ça peut être la démocratie pour moi, pour nous tous. Donc nous tous, nous sommes d'accord que la chemise, le tissu là, c'est beau. D'accord? Et quand c'est beau, tu essaies d'en avoir. Donc on achète le tissu. Sauf que le problème en Afrique, en Côte d'Ivoire, tu as fini de prendre le tissu qui est la démocratie. Là où tu es parti prendre chez qui tu as pris les gros là, lui t'a donné avec sa taille. Toi tu viens, tu refuses de recoudre ça à ta taille, puis tu es dedans, ça trimballe. Voilà tout le problème. Donc la démocratie dont on parle, c'est une démocratie taillée à l'ivoirienne, en prenant compte nos valeurs, nos cultures, c'est tout. La démocratie, c'est de laisser la liberté aux gens de s'exprimer. Et donc, en adaptant ça à nos cultures, c'est tu vas t'exprimer, que ton expression ne soit pas une fatalité pour l'autre aussi. Voilà, vous voyez dans les pays développés, quand on parle d'homosexualité, on parle de LGBT, c'est un scandale ici. Mais eux, là, ils trouvent que ce n'est pas un scandale parce qu'eux mettent ça dans leur démocratie. Dans l'habit qui est joli qu'on a vu, là, ça est dedans. Maintenant, nous, on a pris, on estime qu'ici, ça ne va pas à nos cultures. Là. Elles sont obligées d'adopter ça. Voilà. Et quand tu n'as pas adopté, on crée au scandale, on dit que ce n'est pas démocratie, c'est démocratie. Le tissu que j'ai payé qui m'a plu là, c'est toujours le même tissu. Sauf que toi, ta taille là, tu es gros. Mais moi, je suis mince. Si tu veux que je sois joli dedans, je dois adapter ça à ma forme. Voilà, donc la démocratie dont on parle, ce n'est pas n'importe quelle démocratie, c'est la démocratie à l'africaine, à l'ivoirienne qui prendra en compte nos cultures, nos valeurs. Voilà ce qu'il faut comprendre. M'inscrire dans la logique du... Vous avez dit qu'il y a les partis de l'opposition qui voudraient ou alors qui s'apprêteraient à s'inscrire dans la logique du boycott. Qui a posé la question là? C'est le conflit d'Africa 24. Africa 24, bon, moi je me prononce sur des choses concrètes. Ça là, c'est pourrait, ça prêterait, bon, quelque chose qui n'est même pas truc. Moi je vais me prononcer comment? Au moins si c'était du concret, si vous dites par exemple, ils sont en train, là je vais me prononcer. Sauf que vous-même vous n'êtes pas sûr, vous n'en avez pas la preuve, donc je ne peux pas me prononcer sur quelque chose, vous n'en avez pas la preuve. Ce que je veux savoir, c'est que s'il y a une opportunité comme en 2020, quelle serait votre position en fait? S'il y a une opportunité de faire quoi? Comme on a eu le boycott en 2020. Bon, pour Côte d'Ivoire, c'est ce qui est bien. Il faut éviter qu'il y ait l'opportunité qui va aller dans le sens du bien-être des Ivoiriens. Donc il faut éviter ça tout simplement. Il y a encore temps. Hein? Nous ne pensons pas pessimistes. Je vous ai parlé de curatif. Nous ne sommes pas dedans. Nous sommes un parti politique qui prévient les choses. Il faut prévenir. C'est pourquoi je dis souvent que l'équilibre prévient la chute. Voilà. Donc nous sommes en train d'agir de sorte à ce que justement les élections aient lieu et que ça soit inclusif et que les gens se sentent vraiment en sécurité et que le meilleur, quand il aura gagné, qu'il n'y ait pas de contestation. C'est à ça que nous travaillons. Parce que si tu prends tout de suite en compte le fait qu'il pourrait avoir boycott et tout ça, tu ne seras pas concentré. Voilà. Ça fait deux carrefours, tu choisis un et tu laisses l'autre. On ne peut pas étaler les pieds, tu vas ici, tu vas te déchirer, non? Voilà. Merci, Président. Je pense que la question de